Un immeuble, c'est censé abriter. Un immeuble, c'est censé, ben oui, être l'endroit où on évite la pluie, on évite le froid. Et là, d'un coup, ben cet immeuble-là, il devient dangereux. Je suis très franche avec Julien et je lui dis, tu ne peux pas rester dans cet appartement. Mon Dieu, grande péché. Lundi 5 novembre 2018, il est 9h07. Boum, d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde sur ma droite. À Marseille, un amas de poussière envahit dans un silence de plomb toute une rue. En avançant doucement, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Au fond, un trou. Deux immeubles se sont effondrés en quelques secondes, non loin du vieux port de Marseille. Le bilan est de 2 blessés légers, mais les secours creusent dans les décombres. C'est une scène assez difficile, de guerre, quoi. Deux immeubles d'habitation tombés en plein jour, au cœur de la deuxième ville la plus peuplée de France. C'est la catastrophe de la rue d'Aubagne. Comment, lentement mais sûrement, ces colosses de pierre et de bois ont-ils été fragilisés? Pourquoi les habitants n'ont-ils pas quitté les lieux, malgré les nombreux signaux précurseurs et les alertes? Quelle suite d'événements a conduit les 8 personnes présentes ce jour-là à la catastrophe? À partir des rapports d'expertise, pénétrés à l'intérieur d'un bâtiment condamné où chaque jour rapproche un peu plus ses habitants d'un événement impensable. Témoins, rescapés et scientifiques ont accepté de parler. Ils racontent en détail ce jour dramatique du 5 novembre 2018 au 65 de la rue d'Aubagne. On va se retrouver avec un mur qui ne se porte plus que par son propre poids. Il pleut beaucoup, il y a des jours entiers de pluie, avec une pluie très dense. Mais la pluie, ça ne fait pas tomber les immeubles. L'eau, on dit qu'elle lessive les sols, mais elle lessive également les murs. C'est fort. Des vidéos glaçantes, prises par les habitants eux-mêmes. J'ai déjà pu fermer la porte. À quelques minutes de l'effondrement. Ça m'a l'impression que le sol est en train de couler. J'ai l'impression que le sol va se dérober sous mes pieds. C'est très bizarre comme sensation, comme si je marchais sur quasiment du sable. Si la cause de ce tassement n'est pas réglée, le mur va continuer de descendre, entraînant le reste des ouvrages avec. Il y a une fissure sur la façade du 65 qui est en train de s'ouvrir à vue d'œil. De ce drame, une crise du logement sans précédent s'ouvre dans la cité phocéenne. Marseille est devenu le symbole de l'habitat indigne. L'effondrement de la rue d'Aubagne, une catastrophe hors de contrôle. Sous le regard protecteur de la bonne mère, la cité phocéenne est réputée pour sa douceur de vivre et ses quartiers pittoresques. Le quartier de Noailles en est l'un des symboles. Noailles, c'est le cœur battant de la ville. C'est une pièce de théâtre permanente tous les jours dès que vous passez dans le quartier. C'est le petit New York. Tout le monde a tendance à parler de New York, mais le monde se retrouve à Noailles. C'est tellement cosmopolite que les gens arrivent à trouver tout ce qu'il y avait dans leur pays. Situé à quelques pas du Vieux-Port et de la Canebière, le quartier est l'un des plus anciens de la cité phocéenne. Depuis le 19e siècle, en particulier la seconde moitié du 19e siècle, Noailles est surnommé le ventre de Marseille. Parce que c'est là que les Marseillais allaient se ravitailler, en particulier de produits de bouche, et en particulier au moment des fêtes.
Malgré le charme de ce quartier typique, l'état de certaines bâtisses inquiète. Certains immeubles n'ont pas été entretenus depuis leur construction, vieilles de plusieurs centaines d'années. Il y a effectivement ce double visage du quartier. Un quartier accueillant, un quartier qui raconte la ville, qui a l'image de Marseille, mais qui raconte aussi l'envers du décor, la réalité d'une ville populaire et d'une ville pauvre. Bien que vétustes, ces immeubles tiennent encore debout. Mais cela ne va pas durer. Ce lundi 5 novembre, il est tout juste 8 heures. Le quartier Noailles commence à s'animer. Je m'appelle Benoît Gilles, je suis journaliste à Marsactu et j'ai couvert les effondrements de la rue d'Aubagne. Moi, le 5 novembre, je descends la rue, j'amène mes enfants et puis ensuite j'arrive à la rédaction. Donc je jette un œil sur ces immeubles, je regarde ces immeubles comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois que je passe. On descend la rue d'Aubagne, on a un travelling comme ça de ces immeubles avec parfois des façades qui racontent l'abandon, qui racontent finalement l'absence d'entretien. C'est assez fréquent de voir des fissures sur les murs des immeubles, de voir des végétaux dans les gouttières qui poussent, de voir de la moisissure, voire même parfois des immeubles ou en tout cas des appartements qui sont murés. On ne peut pas dire que ce soit clinquant. Ces immeubles correspondent en réalité à un modèle architectural typiquement marseillais. Un modèle répandu dans tout le centre-ville que les professionnels appellent le 3 fenêtres. Le 3 fenêtres marseillais est un bâtiment, une structure qui a été mis en œuvre après le XVIIe siècle et pendant environ 2 siècles pour permettre de construire de façon aisée, rapide et donc effectivement de pouvoir, avec de la pierre, du bois et des tuiles, construire des bâtiments d'habitation. Il est assez connu à Marseille dans la mesure où il va rester très longtemps comme un modèle de construction. Sur une parcelle de 7 mètres de large et 30 mètres de long en moyenne, le 3 fenêtres marseillais se compose généralement de 4 à 5 étages. Son rez-de-chaussée est généralement divisé entre un local commercial d'un côté et l'entrée de l'immeuble de l'autre. Aux étages, les planchers en bois sont soutenus par des poutres parallèles à la rue. Le poids de ces planchers est supporté par des murs épais communs aux immeubles voisins qu'on appelle mitoyens. Les seuls murs porteurs dans le 3 fenêtres marseillais, ce sont les murs mitoyens entre les immeubles. Ce sont l'ossature, la structure de stabilité de l'immeuble. Les poutres qui portent les planchers sont portées sur ces murs. La toiture de l'immeuble est portée sur ces murs. L'ensemble des charges de l'intérieur du bâtiment sont reportées sur les murs mitoyens. Ces murs mitoyens qui sont en général partagés avec les immeubles avoisinants, d'où des difficultés d'intervention lorsqu'il y a des désordres, puisque vous devez avoir l'autorisation de 2 copropriétés pour intervenir. Noailles est particulièrement concerné. Face aux logements dégradés, parfois insalubres, et la présence de marchands de sommeil, le quartier est l'objet de toutes les attentions depuis les années 90. Malgré les dispositifs mis en place, une grande partie de la zone n'est toujours pas restaurée. Une étude l'a cartographiée selon l'état de ces immeubles. En vert, bon état structurel. En beige, les immeubles qualifiés de sains mais vétustes. En orange, les logements dégradés et indécents. Et en rouge, ceux insalubres avec présomption de péril. Je m'appelle Sandra Contour, je suis architecte à Marseille. À la suite de cette étude de 2014-2015, sont fléchés pas loin de 40% des immeubles de Noailles, nécessitant des travaux lourds de réhabilitation. Une portion de la rue d'Aubagne, artère principale du quartier, est particulièrement concernée. Elle s'étend du numéro 63 au numéro 83. Et le 63, 65, 67, ils sont en rouge. Toute la barre est en rouge. Parce que tout le monde sait que c'est
des immeubles qui se tiennent les uns sur les autres et qu'il y a un risque de château de cartes, que si un immeuble tombe, les autres immeubles vont tomber aussi. Trois de ces immeubles ont fait l'objet d'expertises et des travaux de renforcement ont été menés. Seulement, personne n'a vraiment réglé le problème. Ce matin du 5 novembre 2018, au 65 de la rue d'Aubagne, Julien s'apprête à quitter son appartement du 2e étage pour aller au travail. Jeune franco-péruvien, il est employé depuis 5 mois comme réceptionniste dans un hôtel du Vieux-Port. Je m'appelle Liliana Lalonde et je suis la mère de Julien Lalonde, victime des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille. Il me dit « J'adore cette ville parce que je visite le monde en parcourant ces rues. » C'est la première fois que je l'entendais avec autant d'enthousiasme. Il est très enthousiaste dans l'idée de pouvoir se fixer à Marseille. Ce coup de cœur pour la cité phocéenne, Julien l'a eu aussi pour cet appartement qu'il pensait sur le papier très bon marché. Un loyer de seulement 450 € pour ce studio, en plein cœur du quartier pittoresque de Noailles. Il voit que c'est à côté du cours Julien. Pour lui, il se dit bah, super. Et il voit les photos, sont sympas. Il me dit maman, qu'est-ce que tu en penses? Je dis bah, écoute, prends-le, il a l'air bien, et en tout cas pour commencer, c'est bien. Julien est l'un des derniers arrivés dans cette copropriété composée de 10 appartements. L'immeuble de 5 étages a été bâti au XVIIe siècle. Il voisine le numéro 67, appartenant à un syndic, et le numéro 63, propriété de Marseille Habitat, le bailleur social de la ville. L'emplacement correspond bien aux attentes de Julien, mais l'état de l'appartement laisse à désirer. Il y a quelques jours, quand Liliana vient rendre visite à son fils, elle découvre dans quoi il vit. Il ouvre et je suis un peu sous le choc. Je vois un radiateur qui pend. Je vois les carreaux des fenêtres cassés. Les prises électriques, elles sont en très mauvais état. Ça fait des étincelles. La salle de bain aussi, je se sentais mauvais. Je m'inquiète de l'humidité, de la présence de l'eau, sans trop savoir ce qui était en train de se faire. Les lieux sont si délabrés que Julien n'y a encore jamais reçu personne. Le 27 octobre dernier, il fêtait son anniversaire chez une amie. Un dernier moment de bonheur avant que tout s'arrête. Le problème d'humidité ne concerne pas seulement l'appartement de Julien. L'eau est la bête noire du 3 fenêtres marseillais dont les murs porteurs sont particulièrement perméables sur le long terme. La consistance des murs des 3 fenêtres marseillais, ce sont en fait un empilement de pierres reliées entre elles par un mortier de chaux. C'est la chaux qui maintient, qui fait le ciment entre ces pierres. L'eau de pluie n'est pas le seul problème. Les immeubles les plus anciens de Marseille posent des problèmes de modernisation, étant donné qu'on n'avait pas prévu l'installation de ces sanitaires. L'évolution de l'habitat a amené effectivement à créer des réseaux, créer des salles de bain, créer des systèmes d'eau qui n'étaient pas là initialement et qui peuvent, s'ils sont mal entretenus, s'ils sont mal positionnés, s'ils cassent, s'il y a des mouvements de terrain, amener des désordres dans les fondations.
depuis les années 80, ces immeubles ont été un peu laissés à l'abandon et les entrées d'eau, les dégradations, les défauts d'entretien se sont multipliés. Donc les raccordements ne sont pas toujours bien faits ou ne vieillissent pas toujours de bonne qualité. Et là, effectivement, on a eu des inondations dans les sous-sols, lesquels sous-sols sont peu pratiqués et ont pu effectivement faire des nappes de flotte dans les sous-sols. L'humidité ne provoque pas seulement des problèmes d'insalubrité. Elle peut, avec le temps, modifier la structure du bâtiment. Une canalisation dégradée, une présence d'eau importante dans la cave, sous les fondations ou le long des fondations de l'immeuble, vont transformer le sol ou créer des cavités qui peuvent déstabiliser le mur porteur de l'immeuble. Si la cause de ce tassement n'est pas réglée, souvent lié à des problématiques d'eau, le mur va continuer de descendre, entraînant le reste des ouvrages avec. La question, c'est pourquoi il s'enfonce. Il s'enfonce parce que les murs porteurs sont gorgés d'eau. Et donc, il faut arriver à comprendre d'où vient cette eau. Est-ce qu'elle vient d'en dessous? Est-ce qu'elle vient du réseau? Est-ce que c'est une infiltration d'eau de pluie? C'est cette problématique-là qui va concerner les copropriétaires du 65, du 67 et du 63 pendant des années. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'eau tout le temps. Et que cette eau-là, elle a un effet sur les murs. Il y a un an, un expert a diagnostiqué le bâtiment. Ces relevés ont montré un affaissement général de 5 à 8 cm par endroit. Un autre signe ne trompe pas. Et il se voit à l'œil nu dès l'extérieur. Les façades vont avoir des lézardes verticales qui signifient que l'immeuble est en train d'avoir sa structure qui bouge et qui s'enfonce dans le sol. Et ça, c'est le signe qu'il y a un vrai risque, un risque de péril, un risque d'un immeuble qui peut s'affaisser sur lui-même. Dans la rue d'Aubagne, ces lézardes font partie du décor. Sur l'immeuble d'à côté, au 63, elles sont si prononcées qu'on peut les voir à plusieurs mètres de distance. Ce qu'on ne voit pas en revanche, ce sont les causes. L'une d'entre elles se trouve dans la cave du 65. Un tuyau d'évacuation, situé contre le mur mitoyen avec le 63, fuit régulièrement. L'eau, on dit qu'elle lessive les sols, mais elle lessive également les murs, c'est-à-dire qu'elle va enlever la chaux, donc ce liant qui lie les pierres entre elles. Et du coup, les pierres se tiennent entre elles avec des vides en interstice, puisque la chaux a été lessivée. Donc c'est un peu un jeu de construction fragile. L'eau désagrège le mortier de chaux et en fait un mélange sableux. Résultat, les pierres restent en position, mais le mur est considérablement fragilisé. L'autre côté de l'immeuble est également affecté. De l'eau stagnante, présente dans la cave, a entraîné la déformation du mur partagé avec le 67. Et cette déformation a créé ce que les experts appellent un bouffement, une fissure à l'intérieur du mur. Le 65 est mis en péril une première fois, le temps que les premiers travaux de sécurisation soient entrepris, mais ces travaux ne sont pas suffisants pour mettre fin aux problèmes structurels du 65. Il ne résout pas les problèmes d'une présence d'eau au 65 dans la partie fondatrice de l'immeuble. Par deux fois, en 2014 puis en 2017, un expert a alerté les autorités compétentes. Mais ces signalements sont restés à ce jour ignorés. Même problème au sous-sol du 63, inhabité et muré depuis 2008. Un expert y a décelé une forte quantité d'eau au pied du mur partagé avec le 61. C'est au moment où la ville de Marseille acquiert une grande partie de l'immeuble que le journaliste Benoît Gilles s'y intéresse.
Alors je me rends au 63 parce que je fais une série d'articles sur Noailles. Donc je pousse la porte d'un commerce qui occupe le rez-de-chaussée, qui a un coiffeur, mais qui a un coiffeur où il n'y a pas écrit coiffeur. Hein. Je vois qu'il y a 2 chaises de coiffeur. Je suis étonné, moi, qu'il y ait un commerce à cet endroit, alors que l'immeuble est censé être sous maîtrise publique. La façade entière est lézardée, elle est abîmée, hein, elle est abîmée depuis longtemps, mais ça sent l'humidité. Ça sent une humidité chronique, quelque chose qui s'encroute, qui tombe, qui dépérit. Voilà. Ça, c'est la première chose que je sens quand je rentre dans le 63. Au problème d'humidité s'ajoute une série de travaux inachevés. En vue d'installer une crèche, les bâtiments et les toitures en fond de parcelle ont été démolis. Mais faute d'autorisation, tout s'est arrêté, laissant l'édifice à la merci des aléas climatiques. La situation dure comme ça depuis 17 mois. C'est très simple. Quand on laisse un immeuble sans toit, sans toiture, l'eau qui s'infiltre, elle va directement par les planchers, directement aller jusqu'aux fondations de l'immeuble. C'est qu'on sait qu'il y a de l'eau qui s'infiltre et qui va abîmer un des murs porteurs qui est commun entre le 63 et le 65. On va se retrouver avec un mur qui ne se porte plus que par son propre poids. Et à ce moment-là, la moindre sollicitation, le moindre effet latéral va amener le mur à s'effondrer partiellement ou totalement. Comme si cela ne suffisait pas, la météo est particulièrement mauvaise depuis quelques jours. Le mois d'octobre 2018 a même enregistré une pluviométrie 3 fois plus importante par rapport aux années précédentes. Il pleut autant qu'à Brest. Seulement, il pleut en une fois ce qu'il pleut en 6 mois à Brest. Voilà, donc il pleut beaucoup. Il y a des jours entiers de pluie, avec une pluie très dense. Mais la pluie, ça ne fait pas tomber les immeubles. Hein. Il y a 14 jours, des travaux de canalisation pour traiter les eaux pluviales ont bien été entrepris. Un expert a même prévu de passer prochainement. Son intervention doit mesurer l'impact de la pluie sur les 2 immeubles du 63 et 65. Mais cela ne pourra jamais se faire. Sans le savoir, Julien et les autres habitants du 65 vivent leurs derniers instants. Sous leurs pieds, le plancher en bois s'affaisse dangereusement. Le bois est un matériau très souple, c'est un matériau qui a une capacité d'absorption très importante. Donc on peut surcharger un plancher bois, celui-ci ne va pas casser immédiatement. Tout le monde a déjà fait cette expérience de l'allumette qu'on tord doucement et qui casse d'un coup. Eh bien, les poutres d'un plancher de 3 fenêtres marseillais, c'est un peu la même chose. Elles vont avoir tendance doucement à s'affaisser, à fluer, ce qu'on appelle dans le métier, c'est-à-dire à prendre une forme de hamac. Sur le plancher en bois qui, avec le temps, fléchit un peu et n'est pas parfaitement plan, si là-dessus on veut mettre quelque chose de parfaitement plan en mettant une chape de béton, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va alourdir le plancher et on va accélérer ses mouvements. Les murs entre les appartements prennent en charge une partie de leur poids. Ce sont des cloisons qui n'ont pas d'effet en termes de structure, mais qui, au fur et à mesure du temps, se sont retrouvées comprimées par les mouvements des planchers en bois. Donc là, on a des cloisons qui ne sont pas porteuses, mais qui sont, comme on dit, collaborantes. C'est-à-dire c'est le même plan du premier étage au dernier étage, à peu près. Et donc, elles se superposent, et donc elles participent de la tenue générale de l'immeuble. Au numéro 65, la cloison du rez-de-chaussée pose problème. Elle est complètement déformée, sur le point de se rompre. Cette photo a été prise le 15 octobre par un locataire du 5e étage, soit 3 semaines avant les événements. Je m'appelle Abdelghani Mouzid. Je suis un ancien locataire
du 65 rue d'Aubagne, rescapé de la catastrophe. Pour accéder aux escaliers donc, de l'immeuble, nous avons un petit couloir, donc couloir qui est déjà relativement étroit à cause des boîtes aux lettres qui sont sur le côté déjà. Ben, le mur qui entre, finalement, ça rend encore plus étroit, donc finalement, ce petit couloir. Donc forcément, l'attention, elle est clairement portée là-dessus. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu de mur gonflé de la sorte. Jamais. Si la cloison avait un tel aspect, c'est en réalité parce qu'elle se déformait sous le poids du plancher supérieur. Après la photo et face à la menace, l'immeuble avait même été évacué quelques heures le 18 octobre. Les pompiers interviennent, ils décident de procéder donc, à l'évacuation de ma voisine de palier en la faisant donc, traverser donc, mon appartement et la faisant sortir donc, par une des fenêtres donc, de mon salon. Et moi, je découvre ça le soir. Voilà, je découvre ça le soir. Je comprends apparemment qu'on a évacué et que des travaux seraient engagés, qu'on a évacué donc, mes voisins, je crois, du premier étage. Mais depuis, la cloison a été remplacée par un mur plus solide, fait de parpaings larges de 10 cm. Tout est revenu dans l'ordre. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Un représentant de la mairie a confirmé qu'il n'y avait strictement aucun risque et qu'on pouvait regagner notre appartement ce même jour. Donc oui, je dors quand même en faisant confiance pour le coup. Tout simplement, en fait. En faisant confiance à ce que l'on me dit. Le diagnostic et les travaux réalisés sont en réalité insuffisants. Les signes avant-coureurs d'une catastrophe se multiplient. Les locataires s'aperçoivent que les désordres qu'ils avaient constatés et qui avaient amené à l'alerte du 18, eh ben, ils vont se renforcer, en fait. L'immeuble craque et bouge. On entend effectivement un bruit de fond, comme si donc, des bruits de portes qui claquent ou des bruits comme si on tapait un peu sur les portes. Et c'est typiquement en fait ce qu'on entend depuis quelques jours dans l'immeuble. Ce sont des voisins tout simplement qui rencontrent des soucis avec leurs portes. Les habitants ont bien conscience de la gravité du phénomène, même si personne n'imagine que l'immeuble va bientôt s'écrouler. Il y a 3 jours, par exemple, Abdelghani rencontre un problème. Ce vendredi 2 novembre, en fait, au soir, donc je rentre, mais je me rends compte, du coup, que je ne peux plus fermer ma porte. Je suis coincé dans l'appartement parce que je ne peux pas sortir sans laisser la porte ouverte, en fait. Inquiet, le locataire s'en ouvre par mail à son propriétaire. Il y a une partie de l'immeuble qui s'est probablement affaissée et malheureusement pas au bon endroit. Je ne connais pas l'étendue des dégâts. Le mur au rez-de-chaussée qui était sur le point de s'effondrer a été détruit et reconstruit. Il est possible que cet incident soit lié au problème que je rencontre, auquel cas des soucis plus graves encore sont à craindre. Si on ne peut pas fermer sa porte, ça veut dire que la cloison dans laquelle est percée ou posée la porte, cette cloison a bougé. Ce qui fait que la porte ne peut plus rentrer dans son logement, dans son cadre, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement sur la cloison elle-même. Cet effet d'affaissement, et même s'il est mineur, quelques millimètres, 1 centimètre, va entraîner des fissurations à l'étage du dessus, mais jusqu'au dernier étage de l'immeuble parfois. La présence de lézardes ou de fissures importantes dans l'immeuble sont un symptôme à prendre très au sérieux, puisqu'il peut indiquer des modifications dans les fondations. Liliana, la mère de Julien, a bien conscience de la situation. Il y en a des fissures dans la chambre, du côté de la cuisine, dans les salons. Il y en a peut-être 3 ou 4 fissures, des longues fissures. Au Pérou, on a vécu des tremblements de terre, donc quand je vois des fissures, ça m'inquiète toujours. Je suis très franche avec Julien et je lui dis « tu ne peux pas continuer ici, tu ne peux pas rester dans cet appartement ». Et lui, il me dit « tu as raison, il ne faut pas que je reste plus de temps ». D'ailleurs,
Je parle avec un ami et je vais m'installer dans un nouvel appartement. C'est parfait. Là, je vais partir tranquille. Et même à la gare, je lui dis tu n'oublies pas ce que tu m'as promis. Je dis comme ça. Il me dit non, je t'ai promis, je le fais. Avec cette promesse, Liliana regagne sereinement Paris. Elle n'imagine à aucun moment qu'un drame va se produire. Ce lundi 5 novembre 2018, il est 8h45, 22 minutes avant l'effondrement. En ce début de journée, Abdelghani, locataire du 65, pressent qu'une catastrophe est sur le point d'arriver. Je me réveille parce que je ne sais pas, comme si je me réveillais d'un cauchemar. La première impression que je remarque, c'est que je me lève, c'est le sol, j'ai l'impression que le sol va se dérober sous mes pieds. C'est très bizarre comme sensation, comme si je marchais sur quasiment du sable. C'est très particulier comme sensation, comme si le sol était instable. Abdelghani se saisit de son téléphone et filme son appartement. Je me tourne et puis je me tourne et je vois, en fait, je perçois, pareil, côté salle de bain, mur qui donne dans la cuisine, donc des fissures que j'avais pas du tout remarqué la veille. Je me souviens m'être forcé en fait à contrôler ma respiration parce que je me dis il faut surtout pas que je panique. Je prends mon sac, je me dirige en fait vers la porte d'entrée. Et la porte d'entrée en fait, j'essaie de sortir mais la porte d'entrée reste bloquée. Après plusieurs tentatives, Abdelghani parvient à s'extirper de ce piège. Il choisit cependant d'y retourner. La vidéo est destinée au syndic. Elle montre l'état de son appartement et plus largement de l'immeuble à quelques minutes seulement de l'écroulement. On a l'impression que là, le sol est en train de couler. Ce qui me met dans un état quasiment panique, mais je me contrôle. Donc j'essaie à tout prix de me contenir pour continuer à filmer, histoire juste d'avoir des éléments en fait. Là, c'est la cuisine. J'ai déjà pu fermer la porte. Décalage, ici, plusieurs centimètres. Il y a une urgence. Cette porte se fermait, elle ne se ferme plus. Voilà, il faut un décalage ici. En quelques heures, ça s'est aggravé. Ça empire. Je prends conscience en fait de ces fissures qui me semblaient un petit peu anodines en sortant, mais de fissures que je n'avais jamais vues en fait en réalité, dont j'avais jamais pris conscience jusqu'à ce jour, jusqu'à ce lundi matin. Donc je descends donc les escaliers. Donc j'entends un peu de bruit un peu partout, du moins donc comme un lundi. J'ai l'impression que mes voisins donc vaquent à leurs occupations, comme d'habitude en fait. Une fois au rez-de-chaussée, Abdelghani constate de nouveaux dégâts. Avant de retrouver son syndic, il prend son téléphone portable une dernière fois. Et je vois donc la porte d'entrée, on a l'impression en tout cas qu'il y a du sable qui s'écoule donc d'un mur. Ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Voilà. C'est fort. Il y a ce qu'Abdelghani voit et ce qu'il ne peut pas voir. Au rez-de-chaussée, la cloison abattue, remplacée par le mur de parpaing, pèse de tout son poids sur un poteau situé en sous-sol. Ce poteau, il est situé en dessous d'une série de cloisons et donc il tient la structure. Dans un immeuble qui est fragilisé, il a finalement un intérêt structurel. Un pauvre pilier là, qui est dans la cave, qui a les pieds dans l'eau et qui est fendu. Voilà. Donc ça veut dire que cette
Cet élément de structure est en train de lâcher. Ce lundi 5 novembre 2018, il est 9h05. Au 34 de la rue d'Aubagne, à une centaine de mètres des immeubles en perdition, l'épicier du quartier vaque à ses occupations. Je m'appelle Ali Adalassane et je tiens le paradis d'épices depuis 28 ans. Il sera l'un des tout premiers témoins de la catastrophe. À la rue d'Aubagne, il y a la boulangerie qui est en face, qui a tendance tout le temps à ouvrir le matin de bonne heure, à 6h. Je suis le deuxième de la rue d'Aubagne qui se met toujours en garde à bout. J'ouvre le magasin. J'étale toujours mes marchandises. Et je fais toujours mes tisanes. Et je me mets devant à contempler et attendre le premier oiseau ou le premier client qui rentre. Et lui dire: soyez le bienvenu, vous êtes dans la caverne d'Ali Baba. Et en parlant de l'Olympique de Marseille qui elle devait rencontrer de ça, boum, d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde sur ma droite. Mais c'est quoi cette fumée? Une fumée immense, blanche. On se dit, ah, là, du coup, il y a un truc qui est tombé quelque part. Mon Dieu, grande solution. Mais un truc qui a fait flagada, un boom et de la terre qui est sortie. Le premier réflexe, comme ils font les jeunes, chercher les portables et c'est de se dire qu'est-ce qui est tombé. Et en montant doucement, en tremblant, en avançant doucement, 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 eh ben, qu'est-ce qu'on voit au fond? Un trou. L'immeuble du 65 a disparu. 9 des 10 appartements qu'il abritait étaient occupés. Mais combien de personnes à cette heure étaient présentes à l'intérieur? Impossible pour le moment de le savoir. La question se pose aussi du côté des passants. Certains pourraient s'être trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. À quelques centaines de mètres de là, Abdelghani marche en direction de son syndic. La vidéo qu'il a prise de son immeuble doit les faire réagir. Mais en réalité, il n'y a plus rien à sauver. Je vois au loin un très gros nuage de poussière. À ce moment-là, je pense que ça a un lien avec ce que j'ai vécu le matin même. Je veux vraiment pas y croire. J'oublie complètement le syndic, donc je me dirige vers mon immeuble. Et puis voilà, je tombe sur un château de cartes qui s'écroule. Quand on voit en fait un immeuble, comme je dis, de 5 étages qui s'effondre et qu'on a face à soi, comme je dis, ce gros nuage de poussière et qu'on a quoi? On a 3 mètres, enfin 2, peut-être 3 mètres de débris au maximum. On se dit qu'il y a très peu de chances que quelqu'un ait survécu à ça. Je ne m'attendais pas, je n'y croyais pas. Je voyais ça que dans les films. Je m'appelle Violette Artaud, je suis journaliste à Mars Actu et j'ai couvert les effondrements de la rue d'Aubagne. Donc j'arrive sur place, il doit être peut-être 9h30 à peu près. D'un coup, tout est devenu hyper calme, alors que d'habitude c'est un quartier où ça crie, où ça marche vite. Bah là c'est le calme plat, tout le monde est un peu sous le choc, quoi. Rapidement, on se dit, attends, mais cet immeuble il était habité en fait. Et ça va être la première question à laquelle je vais chercher à répondre en arrivant sur place. Une centaine de marins-pompiers est mobilisés sur place.
Ils ne disposent que de très peu de temps pour retrouver d'éventuels survivants. La course contre la montre est lancée sous l'œil des médias qui affluent de toutes parts. Il était 9 h ce matin lorsque 2 immeubles se sont effondrés en quelques secondes non loin du vieux port de Marseille. Pour l'heure, le bilan est de 2 blessés légers, mais les secours creusent dans les décombres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes enfouies. Dominique est l'un des premiers marins-pompiers arrivés sur les lieux. Il fait partie de l'équipe cynotechnique du bataillon. Ma première question, ça a été combien y a-t-il d'étages devant moi? Et le chef de groupe me répond 5 étages. Donc 5 étages réduits à 2,50 m. Déjà la réaction immédiate, c'est les chances de survie sont infimes. Et il faut mettre les chiens au travail le plus rapidement possible afin de détecter, localiser d'éventuels corps en vie. Dans les bâtiments d'ancienne génération, la construction de ces bâtiments-là était telle à l'époque que quand ça s'effondre, c'est un tas de pierres avec de la terre, avec de la poussière, des charpentes en bois, ce qui laisse peu de chances aux personnes de s'en sortir vivantes. Donc le temps, la rapidité, il faut qu'on mette tout en œuvre pour retrouver ces personnes-là afin de leur prodiguer les gestes médicaux. Les opérations de recherche sont cependant ralenties. La montagne de gravats est impraticable. Seuls les chiens peuvent s'y aventurer. Et pour ne rien arranger, l'immeuble d'à côté, le 67, menace de s'effondrer à son tour. Et on s'aperçoit qu'il y a une fissure sur la façade du 67 qui est en train de s'ouvrir à vue d'œil. Pendant que les équipes opèrent, Dominique a les yeux rivés sur le bâtiment. À tout moment, une nouvelle catastrophe peut arriver. Finalement, face à l'instabilité de la situation, la décision est prise de démolir le bâtiment. Mais les équipes n'auront pas le temps d'intervenir. On ne pensait pas que ça tombe comme ça, surtout quand on a vu que le grutier n'avait pas touché le bâtiment. Et c'est de là qu'en une fraction de seconde, on se dit, mais dans l'hypothèse où on a des gens engagés sur le théâtre d'opération, le bâtiment qui tombe comme ça, ben, il est tombé au bon moment. Une bonne partie du numéro 67. Ça envoie un bon. Un troisième immeuble vient de s'effondrer rue d'Aubagne. 12 heures après les toutes premières recherches, Liliana, la mère de Julien, arrive sur place. Bon, c'est une scène assez difficile de guerre, quoi, parce qu'il y a les pompiers, il y a la police, et puis il y a tous ces gravats incroyables qui ne laissent pas deviner ce qu'il y avait avant. Voilà, je me disais, je ne me suis pas dit, je le savais, mais à l'intérieur, je le savais. Après 2 jours de recherche, le corps de son fils est retrouvé sous les décombres. Au terme de 5 jours, 7 autres personnes seront identifiées. 4 habitaient l'immeuble comme Julien, 3 autres étaient de passage. Un immeuble, c'est censé abriter. Un immeuble, c'est censé être l'endroit où on évite la pluie, on évite le froid. Et là, d'un coup, cet immeuble-là, il devient dangereux. C'est pas une cause extérieure, c'est une cause intérieure. C'est l'immeuble lui-même qui est un piège pour ses habitants. Derrière le calme apparent du quartier endeuillé, la colère gronde. Tout le monde cherche des voisins, des amis ou des personnes. Et tout le monde fait tout pour quitter la rue d'Aubagne. Et de petit à petit, qu'est-ce qu'on voit? La rue d'Aubagne qui se désert, qui disparaît, et qu'il y a que du pompier, de la police. Le week-end, une marche blanche est organisée en mémoire des victimes. 8000 personnes y participent.
C'est pas seulement Noailles qui est en deuil, c'est tout Marseille qui est en deuil. 8 personnes sont parties, ils ont laissé orphelins, père, mère, enfants, et c'est plus ça. Dans le même temps, les arrêtés de péril se multiplient dans tout Marseille. Il faut éviter à tout prix que la catastrophe se reproduise. Des milliers de mal-logés sont donc évacués de chez eux. Ils n'ont parfois que quelques minutes pour réunir leurs affaires. Ah ben, on va récupérer le maximum de choses, des papiers, des médicaments. La situation de crise qui touchait la rue d'Aubagne, qui touchait 3 immeubles, elle va d'un coup toucher toute la ville. C'est-à-dire 3 jours après les effondrements, on a les premiers immeubles qui sont évacués dans le centre-ville. Et c'est 1, 2, 3, 4, ça devient épidémique. Pour les habitants, c'est d'une violence extrême, c'est-à-dire qu'on arrive un jour, bah là en fait vous avez 3 heures pour prendre vos affaires et vous reviendrez un jour peut-être, mais c'est pas sûr. Ou on sait pas, en tout cas on sait pas quand. Mais parfois il y en a qui étaient quasiment en pyjama quoi, dans la rue, avec leurs valises. Et là on leur dit bah en fait vous allez aller à l'hôtel. Ça génère clairement une crise de logement, ce qu'on appelle, nous, la crise des délogés. Et il y a eu autour de 4 000 à 5 000 délogés, ça continue, puisque aujourd'hui, on ne regarde plus le bâti marseillais de la même manière. Aujourd'hui, des numéros 63, 65 et 67 de la rue d'Aubagne, il ne reste qu'un trou béant. La justice, elle, cherche à préciser l'ensemble des causes et responsabilités. Il est évident qu'il n'y a pas une personne qui est responsable et qu'il n'y a pas une seule cause. Il va y avoir, c'est l'accumulation des désordres, c'est l'accumulation d'absence de travaux, d'absence de réparation, d'absence de responsabilisation, qui fait qu'à un certain moment, on arrive à une catastrophe comme celle-ci. Plusieurs mises en examen ont été prononcées, mais les expertises se poursuivent. Le problème d'une expertise et d'un sujet technique, c'est qu'une expertise appelle à une contre-expertise, qui appelle à une contre-expertise, qui appelle à une contre-expertise, et c'est là-dedans qu'on est rentré. Et ça, on sait qu'on en a pour plusieurs années avant qu'on arrive à stabiliser l'instruction et imaginer une audience. Donc peut-être 10 ans après les effondrements. Dans cette catastrophe, une question demeure. De quoi le terrain qu'occupait l'immeuble est-il fait? Pour le moment, il est impossible de sonder le sol tant les immeubles voisins sont fragiles. Pour Michel Villeneuve, géologue, cette question est capitale et elle ne concerne pas seulement la rue d'Aubagne. Le bassin de Marseille sur lequel est construit 90% de la ville de Marseille, les immeubles, est totalement inconnu. De 5 mètres à 1000 mètres. On ne connaît pas du tout la Constitution. Et c'est ça qui est grave parce que toute la ville de Marseille est bâtie sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout au point de vue géologique. Si des points restent à éclaircir, ce 5 novembre 2018 aura mis au grand jour un mal silencieux qui gangrène la ville depuis des décennies. Marseille est devenu le symbole de l'habitat indigne. Et aujourd'hui encore, on vit encore avec ce péril. Aujourd'hui encore, on est sur un rythme soutenu. Les immeubles qui ont été fermés en 2018-2019 sont toujours fermés. On a toujours des rues à Marseille qui sont barrées avec des GBA qui empêchent de passer, où on est obligé de contourner des immeubles. Ça, c'est la réalité de la ville. Il y a des gens qui sont encore dans les hôtels aujourd'hui. Aux côtés d'Abdelghani, 6 autres locataires du 65 de la rue d'Aubagne ont échappé ce jour-là aux effondrements. Pour chacun, il est encore difficile de surmonter ce traumatisme. Aujourd'hui, c'est vrai que, et ça m'arrive encore parfois, donc de jeter un coup d'œil sur les plafonds, sur les murs, d'être très sensible, très alerte sur les moindres petites failles. Là, maintenant, c'est quelque chose qui est complètement ancré, hélas, c'est triste à dire, mais complètement ancré dans ma personnalité, chez moi.
Bon, la rue commence à revivre et je suis contente pour ça. J'espère que les maisons, les immeubles vont être vraiment des immeubles sains, des immeubles accueillants pour les gens et que ça ne se répète plus jamais. Je suis contente qu'au moins cette malheur puisse servir pour qu'il y ait du bonheur après.